Salut à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de ceux et celles qui font le cinéma français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jérôme Almeras, un chef opérateur incontournable du cinéma français. Plus de 25 ans de carrière et son dernier film en date est celui de François Ozon. On vous en dit plus dans quelques instants. En tout cas, on va retracer ses débuts. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va ? Écoutez, je suis un peu intimidé parce que j'ai l'habitude plutôt d'être derrière la caméra et pas là, quoi. Et pas là. Le micro, mais ça va aller. Oui, ça va aller, j'en suis certaine. Jérôme, alors pour te présenter, pour tous ceux qui connaissent le cinéma mais qui connaissent pas forcément les techniciens, tu as fait récemment, t'as fait les dents pipi au lit de Emmanuel Gilibert, qui après a fait La tête dans les étoiles, qui était sur une plateforme connue. T'as fait Cocorico, qui est actuellement en salle. T'as fait Comme par magie avec Eve Adams, Gérard Jugnot. T'as fait Les crevettes pailletées, Cinéman de Yann Moix. Énormément de films, et j'en oublie parce que on peut pas retracer plus de 20 ans de carrière comme ça en 2 secondes, mais déjà je pense que ces films doivent parler un petit peu à ceux qui nous écoutent, et donc je veux revenir sur ton parcours, d'où tu viens Jérôme, et comment es-tu devenu chef opérateur, ce qu'on dit chef op, pour être plus familier avec les termes de cinéma. Donc déjà quel était ton environnement familial quand tu étais petit garçon? Alors déjà, il faut peut-être dire que je suis né dans les années 60, c'est-à-dire que je suis né en 67, donc c'est assez particulier. Le cinéma, il est dans les salles et il n'est pas sur les plateformes accessibles comme maintenant. Donc déjà, ça va changer complètement la donne. C'est vrai, tourné en pellicule à l'époque. Et puis on tournait en pellicule. Mais donc mon enfance, c'est une enfance assez classique, hein. J'ai une petite sœur, on vivait alors je suis parisien, on vivait dans Paris, puis banlieue parisienne, et j'ai très tôt eu une passion pour le cinéma, mais sans me rendre compte, sans savoir que ça allait devenir potentiellement un métier. Je regardais les émissions sur le cinéma à la télévision, donc il y avait 3 chaînes de télé à l'époque, et donc il y avait une émission qui était animée par Eddie Mitchell, qui s'appelait La dernière séance. Bien sûr. C'était Voilà, c'est ça. Qui était inspiré de ça. Le titre de l'émission était inspiré évidemment de sa chanson, et puis aussi d'un film qui s'appelait La dernière séance de Peter Bogdanovich. Enfin bon, bref. Et donc c'était passionnant. Moi, j'étais grand déjà, j'avais 15 ans, mais c'est là où vraiment ça a commencé. Et j'ai découvert le cinéma américain, tous les classiques, ça allait des années 30 aux années 60. Ça pouvait être en noir et blanc, ça pouvait être en couleur. Et c'était sous-titré, c'était en VO, donc c'était assez exceptionnel à l'époque. Et c'était mis en scène, donc c'était une soirée qui durait 3-4 heures. Il y avait 2 films. Donc il y avait Eddie Mitchell qui présentait, il y avait des figurants qui arrivaient dans la salle pour assister à la projection. Donc c'était vraiment, ça faisait rêver. Et j'ai découvert vraiment le cinéma, parce que dans les salles de cinéma françaises, il n'y avait pas une grande programmation des anciens films. D'accord, il fallait aller à la cinémathèque, d'accord. Et donc là, j'ai vraiment, je me suis dit, oui, mais c'est vraiment génial le cinéma, quoi. Je rêvais, donc tous les mardis soirs, j'attendais. Donc à 15 ans déjà, adolescent, tu rêvais. Même avant, en fait. Là, j'ai sauté déjà des étapes. Déjà, tu sautes déjà des étapes. Et puis il y avait aussi Patrick Brion, et donc ça, c'était déjà avant, mais ça, c'était dimanche soir, donc j'allais en cachette allumer la télévision dans le salon, et donc ça, parce que ça c'était très tard le dimanche soir, le lendemain il y avait école, et donc ça commençait vers 22h, 22h30, ça s'appelait la séance de minuit, et donc là c'était un peu plus intello, hein, donc c'était que des films en noir et blanc, des fois même des films muets, donc pareil sous-titrés, tout ça. Donc c'était un monsieur qui s'appelle Patrick Brion qui présentait, et qui avait une voix assez particulière. Il expliquait, et ce soir dans l'émission vous allez assister, il avait une voix tout à fait assez étonnante, et moi j'ai commencé à découvrir aussi le cinéma américain, international d'ailleurs. Il pouvait y avoir du cinéma allemand, du cinéma, et j'ai découvert Lou Beach, j'ai découvert Greta Garbo, j'ai découvert plein. Donc j'avais une passion pour le cinéma, sans m'en rendre compte. Que tu as découvert donc à la télé, c'est ça qui est incroyable. À la télévision, Alors, il y avait en parallèle mon grand-père et mon père qui étaient passionnés de films amateurs. Et eux, ils avaient, à l'époque, tout le monde n'en avait pas, ils avaient déjà des caméras Super 8. D'accord, ce qui est devenu après la petite vidéo 8 qu'on avait, les petites Sony, les petites tout ça. J'ai dit une marque, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc bref, ils avaient des petites caméras, hein, de vraiment grand public. On mettait des cartouches Super 8 qu'on envoyait après
dans un laboratoire qui développait ça. Et après, on se projetait ces petits films de vacances, des Noëls, des anniversaires. Comme un diaporama, quoi, à l'époque. Il y a un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle The Fableman de Spielberg, qui m'a évidemment énormément touché. Bon, c'est un film peut-être un peu passéiste parce que c'est fait par son histoire. Voilà, il parle de lui, de son enfance et du début de sa passion pour le cinéma et à travers sa vie aussi. C'est ça qui est fabuleux. Il entremêle les deux. Voilà. Alors c'est un peu long, c'est un peu tout ça. C'est vrai, c'est un peu lent, mais c'est vrai qu'il raconte ça m'a touché. Par rapport à ses parents qui s'entendent pas, il se réfugie lui dans le cinéma, quoi, dans l'image. Voilà. Alors moi je pense pas que j'avais de problème particulièrement. Je me suis posé la question justement à la suite de la vision de ce film. Je pense pas avoir eu de problèmes familiaux, psychologiques à l'époque. J'étais plutôt un petit garçon épanoui, plutôt assez brillant à l'école. J'avais plein de cousins, on partait en vacances, donc il n'y avait pas vraiment de traumatisme. En tout cas, je pense pas. Mais c'est vrai que je me suis tu t'es plongé dedans, quoi. C'était comment ça s'explique, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je m'allonge plus longtemps. J'ai eu des parents donc qui m'ont fait découvrir l'art. C'est-à-dire que j'avais une maman qui m'emmenait au Louvre. Ils faisaient quoi, tes parents ? Alors mon papa était dans le marketing, mais dans la pub, donc, mais dans le packaging, c'est-à-dire dans l'emballage des produits. Ok, génial. Lui, il avait fait des sciences nat au lycée. Il a changé complètement de voie, il est rentré pigiste dans une petite boîte, et puis il a fini par faire ça. Donc il a fait des emballages assez connus, par exemple il a renouvelé le logo des petits garçons des bonbons Haribo. Il a fait des petits trucs comme ça, voilà. Génial. Artistique. Donc, artistique quand même. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des choses visuelles. Et j'avais une maman qui était laborantine, qui a fait des études de sciences, et qui a arrêté de travailler assez tôt pour, vous savez, c'était à cette époque-là, évidemment, les mamans, dès qu'elles avaient des enfants, devenaient mères au foyer. C'était vraiment... Et donc le mercredi, souvent, donc on habitait dans le centre de Paris, elle m'emmenait au Louvre. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu la chance qu'elle m'emmène voir toute la galerie d'égyptologie. Vous voyez, quand on a 12 ans, on est heureux de découvrir tout ça. Et elle m'a fait prendre goût, c'est vrai, au tableau. À regarder un tableau, et j'ai aimé, je crois, assez tôt l'image. Mon papa évidemment adorait la BD, donc j'ai très vite forcément eu les Spirou, les Tintins, les Astérix, et aussi la BD m'a beaucoup plu. Et je pense que la BD a participé à une vision analytique de comment raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on doit raconter un gag ou une petite histoire avec une planche. Ces planches, c'est des cases, et c'est exactement des plans de cinéma. C'est comme un storyboard, c'est un storyboard, c'est ça. Je pense que j'ai accompagné certains réalisateurs qui n'avaient pas cet esprit-là, qui étaient des scénaristes, qui mettaient en scène et qui réalisaient leur premier film. Et c'est vrai que j'ai pu, je pense, les aider aussi parce que, évidemment, après, c'est mon expérience d'opérateur et de goût du cinéma. Mais je pense que la BD aussi m'a formé à ça. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que tu fais partie de ces chefs opérateurs assez généreux parce que tu fais beaucoup de premiers films. Tu accompagnes les jeunes réalisateurs dans leurs premiers films. Alors, ils ne sont pas forcément jeunes dans leur âge, mais ils sont jeunes dans leur carrière. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas... J'ai par exemple, tu as cité beaucoup de comédies, mais j'ai fait aussi des films. Non, mais il y a pas de. Mais j'ai fait aussi des films entre guillemets un peu plus auteurs. C'est toujours bizarre. C'est pour la France récemment. Oui, alors pour la France. Donc ça, c'est pas un premier film. C'est pas un premier film. C'est un second film. Mais j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait ? Le temps des. Le temps des secrets. Bon, ça c'est Christophe Martier. Non, mais il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel. Donc c'est un romancier. Très grand romancier. Qui a eu beaucoup de prix, extrêmement reconnu à l'international et tout ça. Et donc qui s'est mis à vouloir réaliser son premier film, et donc je l'ai accompagné donc c'était passionnant d'accompagner un romancier dans son premier film. Voilà, par exemple. Alors attends, on brûle les étapes. C'est normal, on va dans plein dans tous les sens. Donc il y a eu l'art, qui t'a donc passionné vite. Mes parents m'ont emmené, on partait en camping-car les étés en Italie. C'était une destination qu'ils adoraient. Et j'ai vu des milliers de tableaux dans tous les musées du monde. Alors mes parents disaient alors là pendant 2 jours on visite, et puis pendant 2 jours on va à la mer. Donc je me rendais pas compte de la chance que j'avais. J'avais des vacances très nourrissantes. Bien sûr, enrichissantes. C'est très enrichissant. Donc voilà, je crois que cet éveil à l'art et à l'image, je le tiens évidemment de mes parents. Et donc, on a parlé du Super 8, c'est là où on a fait une petite digression. Donc j'avais un grand-père qui filmait tous les événements familiaux et machin avec sa petite caméra.
qui était 9.5, 8 avant, puis après c'est devenu le Super 8. Et mon père aussi s'est acheté une petite caméra Super 8. Voilà. Et donc moi, assez vite, j'ai fait des petits films d'animation en pâte à modeler. Quand j'avais 12-13 ans. En pâte à modeler ? En pâte à modeler. Donc ça veut dire que c'est de stop motion, ça s'appelle comme ça en anglais, c'est de l'image par image. C'est-à-dire qu'il faut filmer le déplacement. Bon, les grands c'est films, plan par plan en fait. Voilà, c'est gros mythes, c'est comme tout ça. Voilà. Donc c'est image par image, on refabrique un plan qui va durer, je sais pas, 1 minute. On fait autant d'images qu'il faut pour recomposer ce truc. Donc c'est très énorme. lent, voilà, il faut être très patient. Voilà. Et donc j'ai fait des petits films de dinosaures, des petits films un peu à la Spielberg qui filme son train électrique pour faire des films catastrophes. Moi j'ai fait ça. Voilà. Donc et d'ailleurs après plus tard quand j'ai eu 22 ans, quand j'ai fait, on en reparlera, une école de cinéma, j'avais un pote qui était là et qui lui avait carrément un club à Orsay. Baptiste Kletz qui faisait des films de pâte à modeler. On avait un petit festival de pâte à modeler. Ah, c'est génial. Voilà, donc après, je me suis retrouvé 15 ans après à refaire de la pâte à modeler en étant adulte. Voilà. Mais donc, petit garçon, très vite, tu t'es dit, ce que je veux faire plus tard, c'est du cinéma. Non. C'est ça qu'il faut. C'est qu'en fait, c'était une passion. Et je n'ai jamais formulé, exprimé. Je n'ai jamais compris que ça pouvait devenir un métier. D'accord. Je l'ai compris que vers 20 ans. Oui, parce que tu as des parents qui ont fait des études, donc ils t'ont, j'imagine, un peu poussé à faire des études ou... C'était des gens assez... ouverts. C'est des 68 arts. Hein, voilà, j'ai pas quand j'ai dit je vais faire du cinéma, j'étais très heureux pour moi. J'ai pas été extrêmement brillant dans ma deuxième partie de scolarité au lycée. J'étais plutôt mauvais. Et donc, quand j'ai passé mon bac, il fallait 220 points, j'ai eu 220 points. Et après, j'ai fait un DUG à Jussieu, à Paris, pour ceux qui connaissent, pendant 1 année. Mais en fait, j'y suis resté 2 mois. Quoi ? C'était de sciences. Sciences, Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jussieu, pour ceux qui connaissent Paris, c'est à côté d'une rue qui s'appelle la rue des Écoles, où il y a plein de cinémas d'art et d'essai. Et en fait, au bout de 2 mois, j'allais là. J'allais là et j'allais voir les Hitchcock, les rétrospectives de tous les grands réalisateurs. Et de fil en aiguille, à un moment, je me suis dit, évidemment, mes études, ce que j'ai fait, la voie que j'ai choisie, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et puis, de fil en aiguille, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, oui, c'est ça, c'est le cinéma. Et donc, j'ai découvert qu'on pouvait devenir assistant opérateur. T'avais quel âge, là ? Non, j'étais pas très mûr, j'avais que 21 ans, je pense. 21 ans. Ça s'est décidé un petit peu tard, tout ça. Donc t'arrives post-Doug, tu te dis, je change de voie, quoi. Même post-Doug, j'ai fait que 2 mois de Doug. Ah oui, 2 mois. J'ai pas eu mon Doug du tout. Non, les études, ça va vite, voilà. Voilà. Et tes parents, ils t'en ont pas voulu ? Non, absolument pas. Ils t'ont soutenu dans ta reconversion, quoi. J'ai eu cette chance. Qui me pousse dans ma passion. Donc tu prends conscience qu'on peut faire de sa vie et de son métier quelque chose en rapport avec le cinéma. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je vois qu'il y a 2 écoles nationales émérites. Donc, ça s'appelait l'IDEC, la FEMIS. Donc, ils forment à plein de métiers. Donc, des chefs d'éco, des monteurs, des scénaristes, des opérateurs. Donc, une école assez vaste. Et puis, une école plus spécialisée qui ne forme que des gens à l'image. Donc, ça s'appelle Vaugirard, Louis Lumière maintenant. Mais il faut passer des examens d'entrée. D'accord. C'est très, très dur. C'est très sélectif. Et évidemment, la sélection pour les gens de l'image, malheureusement, c'est une sélection scientifique. Et moi, évidemment, avec mon petit baccalauréat, je n'ai pas fait d'études secondaires assez poussées, assez longues pour avoir cette expérience. Et donc, je passe la première section d'examen de Vaugirard. Je m'inscris. Ah, tu le tentes quand même. Non, je tente. Et donc, c'est des QCM. C'est des questions à choix multiples. Et donc, c'est beaucoup sur la culture de cinéma. Et donc là, je finis dans les 10 premiers. Tu m'étonnes. Parce que forcément, je suis passionné de cinéma. J'ai un niveau une cinéphilie un peu au-dessus de la moyenne pour des gens de mon âge. Mais évidemment, après, quand on passe à l'écrit et aux épreuves scientifiques et tout, là, je me ramasse total. La chimie, je suis nul. La physique, c'est n'importe quoi. Et donc, évidemment, je rate l'examen. Donc là, avec mes parents, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour intégrer quand même cette école qui est la voie royale ? Il faut quand même s'y y. Et donc, je vais rentrer dans une école préparatoire privée. Et donc, c'est dans ces années-là, ça commence à fleurir. Maintenant, il y en a plein. Mais à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait l'ESCA, l'ESRA, ce genre de trucs. Donc moi, je choisis l'ESCA, je ne sais pas pourquoi. Quels ont été les critères. Mes parents n'ont pas spécialement beaucoup d'argent, donc il faut que je travaille un petit peu le samedi pour payer les études. Et je rentre dans cette école qui est un peu un piège en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, donc on n'apprend pas vraiment les choses. Elle ne me prépare pas vraiment spécialement au concours.
Ah oui, sélective, mais finalement pas très... C'est une école qui est censée préparer au concours d'entrée. D'accord. En vrai. De l'école que tu voulais faire, de Vaugirard. Louis Lumière. Ouais. C'est la même. Okay. Et donc, il y a des élèves qui sont là pour apprendre le métier de cinéma, c'est-à-dire apprendre l'assistanat de mise en scène, voilà. Et puis, il y a aussi cette branche un peu plus technique où je vais rencontrer des gens que je continue, qui sont mes amis, c'est-à-dire que Hervé Mimran, qui est un réalisateur, qui a co-réalisé Tout ce qui brille, par exemple, était là quand j'avais 25 ans. Gilles Porte, qui est un chef opérateur et qui a aussi co-réalisé des films, qui a fait Quand la mer monte, qui a eu un César pour le meilleur premier film avec Yolande Moreau. Voilà, tous ces gens-là, je les ai rencontrés dans cette école. Voilà, et en fait, ça nous a permis quoi de rentrer dans ce monde où je n'avais aucune entrée. Parce qu'il y a des gens qui ont un oncle, une tante, un ami qui travaille dans le cinéma. C'est ce que je dis toujours. Moi, je connaissais personne. À part ton grand-père qui faisait des petits films familiaux, il y avait personne dans ce milieu. J'avais pas de connexion. J'avais pas de connexion dans ce monde du tout. Et donc, mais en tout cas, ça m'a confirmé dans mon choix et dans ma passion. Je savais que ça allait être ça, mon métier. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on sait, tu te donnes à fond, quoi. Voilà, tu vas. Quel que soit, ça peut prendre du temps pour certains, moins pour d'autres. Moi, en vrai, ça a été assez vite. Donc, il y a cette école qui est censée me préparer. Je rate l'examen, évidemment, avec brio. Je repasse le QCM avec brio. Et le deuxième, je me replante. Donc voilà, là, il y a évidemment, tu te dis, qu'est-ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Et puis, on commence à faire des petits courts-métrages entre potes de l'école. Et là, donc, on doit toujours nos débuts à quelqu'un. Et là, c'est un peu Gilles Porte, donc, qui lui, avait été un peu plus vite, avait travaillé dans un bar. Bref, il avait rencontré un opérateur, Carlo Varini, qui était l'opérateur de Besson à l'époque. Et donc, il me met sur un coup. Et je pars en Russie, en URSS. Et je fais un téléfilm sur la mafia, une histoire de journaliste sur la mafia. En tant que quoi à ce moment-là ? En tant qu'homme à tout faire. Il fallait avoir... Alors, non, parce que j'ai brûlé un peu des étapes, mais j'avais fait mon service militaire, mais au service cinématographique des armées. J'avais décidé, le moment où je me suis fait convoquer pour les 3 jours, c'était obligatoire à l'époque. Comme beaucoup de mes amis, évidemment, me faire passer pour fou, pour droguer, pour te faire réformer. Pour malade mental, me faire réformer. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais faire de la prise de vue. Je vais en profiter. Et pendant 10 mois, j'ai fait de la prise de vue en vidéo, mais dans plein de services de la gendarmerie. Donc bon, c'est peut-être un peu ironique tout ça, mais j'ai appris à filmer dans des conditions difficiles, à La Rochelle, à bord de bateaux, dans des hélicoptères, dans la gendarmerie de montagne, dans les secours de montagne. J'étais en conditions extrêmes, quoi. Voilà. Donc finalement, ça m'a un peu dépucelé, on va dire, de conditions difficiles où il fallait faire des choix, prendre des décisions. Il n'y avait pas de danger, mais il fallait faire des choix techniques, être un peu rock'n'roll. Et il fallait s'adapter rapidement. Voilà. Et donc c'était assez intéressant. C'était une expérience que bonne école. Finalement, la meilleure des écoles. Et j'ai passé mon permis poids lourd. Et il fallait avoir le permis poids lourd pour mon premier projet qu'on m'a proposé, mon premier salaire de cinéma. D'accord. Il fallait emmener un camion de Paris à Tbilissi, en Géorgie. T'étais régisseur, alors ? J'étais un peu régisseur. Et j'ai fini par pousser le travelling sur le tournage là-bas parce qu'il n'y avait pas de technicien français, d'ouvriers français. Donc il y avait des Géorgiens, mais la barrière de la langue, ils parlaient pas anglais, ce qui fait que l'opérateur m'a dit, mais Jérôme, vas-y, tu pousses le travelling. Enfin, voilà, donc c'est un opérateur qui s'appelle Jean-Jacques Bouon, qui est décédé aujourd'hui. Et cet homme a été un parrain de cinéma, c'est-à-dire qu'il m'a... Il t'a tendu la main. Oui, voilà, il m'a mis le pied à l'étrier. Et 4 mois après, il a fait un long métrage en France. Il m'a proposé d'être assistant opérateur. Je ne connaissais rien. Ok. Alors attends, donc ce film-là, c'est ta première expérience aussi au cinéma, vraiment pur et dur, si on enlève l'armée de fiction. Tu pars, donc comme tu dis, t'es un peu homme à tout faire, tu touches à tout. Oui, je fais électro, je sais pas régler un pied électrique, j'apprends à utiliser du cinéfeuille pour couper la lumière, les faisceaux, j'apprends à poser des gélatines. C'est un stage grandeur nature et payé. Et payé, donc c'est ton premier salaire dans le cinéma. Tu te souviens de la joie que tu as eue en recevant ce premier... Oui, alors c'est assez particulier parce que ça date aussi, c'était la première guerre du Golfe. C'est-à-dire que je suis en Géorgie,
il n'y a pas les téléphones portables, machin, et mes parents découvrent que les Américains arrivent, et la Géorgie, c'est juste à côté. Donc c'était des conditions un peu bizarres, on se disait, mais attendez, ça va être une guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe, on est où? Et voilà, donc c'était un peu compliqué tout ça. Mon voyage peut être le sujet d'un film, parce que les 10 jours passés en camion avec mon copilote peut être un sujet d'un film. Ah ouais. Quand je le raconte un road trip incroyable. C'est fantastique. Donc oui, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ouais. Mais je crois que ma passion et mon envie a fait aussi qu'après j'ai transformé l'essai, et que donc Jean-Jacques, cet opérateur, m'a dit, bah voilà Jérôme, tu viens... je t'emmène sur un long métrage en France, normal, classique, et tu vas être second assistant opérateur, et tu vas... Voilà. Mais alors, second assistant opérateur, c'est lui qui t'aiguille vers ce truc-là. Au moment où tu fais ce film en Géorgie, t'as touché à tout, il n'y avait rien où tu t'es dit « Ah, ça me plaît plus qu'autre chose » Ou est-ce que tu t'es laissé guider justement par son idée à lui ? Non, c'est-à-dire que si tu veux, en fait, je me destinais à moi... Enfin, une fois que j'ai compris que ma passion allait être le cinéma, l'école de cinéma que je voulais faire, c'était... L'image. C'était l'image. Donc, assistant opérateur, c'est l'image. Donc, c'était normal. C'était normal. C'était ce que tu voulais faire, quoi. Le cursus, Donc, il te fait cette proposition qui est géniale. C'est un cadeau en or. Et donc, mon stage en live va continuer. Parce que donc, le métier de second assistant opérateur, c'est de prendre la pellicule, qui sont dans des boîtes. Donc, il faut charger cette pellicule dans des magasins qui vont après venir sur la caméra. Tout ça, ça doit se faire dans le noir, parce que la pellicule est photosensible. Bien sûr. Donc, on doit apprendre à charger ces magasins, mettre la bobine de pellicule vierge dans le magasin. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Passer par des... volontairement, je vulgarise mon métier pour que ça soit accessible. Donc, passer par des petits engrenages, des petites poulies et tout ça. Donc, j'ai appris à charger ce que les gens apprennent à l'école pendant 3 ans, leur métier et tout ça. Moi, je l'ai appris en 1 an, en fait. En sur 1 le terrain. Je suis devenu assistant opérateur. Ce qui, je pense, est aujourd'hui un petit peu compliqué. Je pense que ça serait compliqué de faire confiance à un assistant opérateur... novice aujourd'hui sur un film. Parce qu'il y a trop d'argent, c'est ça ? Oui, il y a trop d'argent, il y a plus de temps, il faut aller vite, on n'a pas le temps de former les gens. Voilà. Et puis maintenant, il y a tout un cursus on passe vraiment par stagiaire, troisième, l'odeur. Enfin, il y a plein d'étapes. Avant d'en arriver là. Alors que moi, je suis passé tout de suite second, ce qui n'existe plus maintenant. On peut plus être tout de suite second sur un tournage. On est obligé de faire ses preuves. Donc j'étais à une période où c'était encore possible. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, ça pourrait vraiment plus... Enfin, ta carrière ne pourrait plus démarrer comme ça. Non, je crois pas. Si tu démarrais maintenant. Voilà, il faudrait être pistonné vraiment. Je sais pas, vraiment être le fils du réalisateur. Voilà. Ce qui n'était pas le cas. Donc, premier film en tant que second assistant image. Et alors, comment tu vis le truc ? Qu'est-ce que tu te dis ? C'est passionnant parce que j'étais sur un film assez particulier. C'était un film réalisé par Charles Gassot, qui est un très grand producteur qui a produit tous les films d'Étienne Châtillez. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est un Tanguy. Homme, voilà, Tanguy, et puis avant, La vie est un long fleuve tranquille, tout ça. Culte cette comédie. Tati Daniel, bien sûr, magnifique. Donc Charles se décide de réaliser l'adaptation d'un scénario que Claude Miller à l'époque devait faire. Ça s'appelle Méchant garçon. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui tue une jeune fille involontairement, qui va se réfugier chez sa mère, revenir chez sa mère en disant voilà, il est arrivé un truc. Et sa mère va décider de le cacher sous l'escalier. Dans une cache. Voilà. Le corps ou le fils ? Non, pas le corps, pardon, le fils. Le fils, ah ouais, ok. Il va y avoir enquête, le garçon a disparu, enfin voilà, donc c'est un vrai polar. Et donc on tourne tout à la Baule, parce que le film est censé se passer en province. Et donc moi, pendant 3 mois, je vais être à la Baule sur un long métrage de cinéma, tout payé royalement, parce que maintenant on sait que pour fabriquer des films, les conditions salariales des intermittents n'est pas forcément tout le temps royales. C'est des films qui se fabriquent dans des conditions difficiles. Nous, c'était encore l'âge d'or, vraiment, du cinéma. Et je me suis acheté une voiture à la fin du film. Ah ouais, carrément. Mais attends, c'était quoi ton poste dans ce film-là ? J'étais second assistant opérateur. Toujours. Je chargeais la pellicule. Ok, toujours. Voilà. Toujours, c'était la première fois. Donc, si tu veux, c'était... Voilà. Ah oui, c'était ce film-là. Voilà, c'était ce film-là. D'accord, ok. Et donc bien payé, belle expérience, formatrice. Oui, parce qu'on découvre vraiment qu'on s'est pas trompé, donc c'est fou, quoi. Ouais, c'est génial. Tu te sens à ta place, quoi. Oui, voilà. Je me dis, mais c'est ça. Cette envie de participer à la fabrication de quelque chose dont on est fier. Et surtout, je crois, le besoin pour moi de pas me retrouver seul face à une feuille.
face à les ordinateurs à l'époque, on n'était pas enfermés dans des bureaux, mais je crois que je n'aurais pas pu vivre enfermé dans un bureau. C'était pas pour moi. Donc je crois que cet esprit de, voilà, c'est comme une troupe de théâtre qui part en tournée. La musique, tout ça, c'est fabriquer un film, c'est ça. On se retrouve à une cinquantaine de personnes et on est tous engagés pour faire une œuvre, participer à une œuvre. Et je crois que oui, ça m'a enchanté. J'étais vraiment. Ouais, t'étais vraiment ancré dans ta vie, t'as trouvé ton. J'avais trouvé mon milieu, j'étais un homme très heureux. Donc t'as fait la rencontre qui a lancé ta carrière. Ouais. Ça, c'est génial. Cette année-là, donc j'étais amoureux de ma future femme. Ouais. Elle est tombée enceinte. Ouais. Donc on était jeunes, j'avais 24 ans. Ouais. Mais t'avais une voiture. J'avais une voiture. Elle était étudiante en médecine et on a décidé d'être parents. Ouais. Bon, elle aurait pu avorter, on aurait pu dire c'est trop tôt. Trop jeune. Voilà. Ouais. Et je me souviens, donc ça c'est très intime, mais je me souviens d'avoir été très fier de pouvoir annoncer le fait que j'allais être papa à toute l'équipe du film. Ouais. Parce que ça s'est passé pendant l'annonce. L'annonce pendant le film. Pendant le tournage. Et je me rappelle d'un samedi soir, parce qu'on travaillait 6 jours sur 7 à l'époque. Ouais. Et donc le samedi soir, évidemment, tous les soirs, il y avait des pots, des fêtes, voilà. Et donc j'ai payé une tournée à toute l'équipe et j'ai dépensé le salaire d'une semaine. Oh merde. Sans m'en rendre compte. Mince, la générosité inconsciente. Voilà. Ah, donc c'est génial. C'est des événements qui ont marqué un peu ma vie. Bah ouais. Donc alors, en tout cas, c'est le film qui te fait prendre conscience, que t'es à ta place, de ce que tu vas faire de ta vie, sans école au final. Voilà. Donc t'as tout appris sur le terrain. Ouais. Et donc après c'est ce départ oui, c'est un départ qui ne s'est plus arrêté. Et quoi, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'enchaîner des tournages et des tournages. Et en étant papa. Et en étant papa, j'ai eu 4 enfants avec la même maman. Ouais. Après, malheureusement, nos métiers, la vie m'a fait qu'on s'est séparés. Ouais. Mais j'ai réussi à mener tant bien que mal ta carrière. Ma carrière et la paternité. Bon, ma femme était une sainte, parce que le métier de cinéma fait que quand même en tout cas moi, je partais beaucoup. Ouais. J'ai eu la chance de faire des beaux films loin et donc il m'arrivait de m'absenter pendant 2 ou 3 mois. Donc c'était pas facile. Mais j'ai eu la chance d'être second assistant opérateur, puis après de passer premier. Donc premier assistant qu'est-ce que ça change ? Il y a beaucoup plus c'est une autre responsabilité. Second, il faut pas voiler la pellicule, parce qu'il faut pas la voiler quand on la met dans un magasin, et il faut pas la voiler quand on la décharge, c'est-à-dire quand elle est impressionnée. C'est-à-dire toutes les images sont sur un support qu'il faut envoyer au laboratoire, puis on peut se tromper, ça peut arriver. Et après, le premier assistant opérateur, lui, il est chargé donc essentiellement de faire la mise au point. C'est-à-dire qu'on filme un comédien, mais les bagues d'optique ne sont pas autofocus, elles ne font pas le point automatiquement. Ouais, pas comme donc, les iPhones maintenant, par exemple. Ouais. Donc l'assistant opérateur doit afficher sur la bague de l'optique la distance à laquelle est le comédien, sur lequel on veut qu'il soit net. Parce que s'il y a 4 personnes qui ne sont pas sur le même plan, on peut décider de passer le point de la comédienne qui est devant au comédien qui est derrière, à 3 mètres derrière. Ouais. Donc l'assistant opérateur, en fonction de la mise en scène du réalisateur ou du texte de qui s'exprime, doit passer le point sur la personne. Et ça, c'est pareil, c'est un nouveau métier. Et c'est assez particulier. Ça s'appelle pointeur maintenant. Oui, pointeur. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, on n'apprend pas vraiment quand on est second à faire le point. Bah ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans un complètement autre métier qui n'a plus rien à voir. Tu mets des pellicules dans des magasins et après tu te retrouves à faire le point de l'image du réel, qui est en plus une pression incroyable. Voilà. Et si c'est flou, on le refait à cause de vous. Bah ouais. Et puis si c'est flou trop longtemps, vous pouvez vous faire virer. Ouais. Et puis si c'est flou, que vous voyez que vous avez pas ça en vous, c'est plus votre métier. Bah ouais, c'est peut-être incroyable. Votre carrière s'arrête parce que finalement c'était pas ça. Et moi, c'est vrai que ma passion du cinéma, quand je faisais des petits films en pâte à modeler, je savais pas qu'un jour j'allais devoir faire le point. Ouais. Voilà, c'est complètement abstrait. Et j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance, j'ai eu ça en moi, j'étais très fort. T'étais fort. Je savais estimer les distances, quand je n'y arrivais pas, je trouvais des solutions pour que dès la première prise ça soit bon. Enfin, tous les assistants ont eu leur méthode, leur technique pour faire le point. Ouais. Et surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de petits écrans de contrôle. Oui, les combos. Qui nous permettaient de voir tout de suite si l'image était nette ou pas. Exact. Tu faisais à l'œil comme ça, à l'œilleton, quoi. Oui, alors on tirait des fois des décamètres, et puis non pas à l'œilleton, c'est-à-dire que tu estimes vraiment à l'œil toi en live, à distance. Tu peux mettre des marques au sol, de tout ça, des marques de gaffeur. Mais le problème, c'est que souvent le verdict tombait que 2 jours après.
que quand tu regardes la pellicule. On visionnait les rushs, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la messe, on allait voir les rushs. Ouais. On n'avait pas l'image immédiate sur les moniteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un réalisateur, sur le plateau, voit parfois mieux même que l'opérateur dans sa visée si le plan était net ou pas. Parce que lui, il a un grand écran de contrôle, il a une image beaucoup plus grande, beaucoup plus définie que parfois dans la visée où quand on est en train de cadrer, faire un mouvement, on voit pas forcément tout très bien. Et donc le problème, c'était que le verdict tombait que deux jours après. Ah ouais. Donc il y a des fois, il fallait refaire des plans. Par chance, ça m'est pas arrivé, mais il fallait refaire. Ok, donc dans les mêmes décors, refaire la lumière, enfin compliqué quand même. Oui, ça pouvait coûter très cher. Ah oui, très très cher. S'il y avait des flous. Alors des gros flous quand même, l'opérateur normalement il était censé le voir. Ouais. Mais des flous un peu gênants, des fois on refaisait. Moi il m'est arrivé de faire des erreurs, j'étais pas infaillible. J'ai eu une fois un problème de flou sur un travelling arrière ou un travelling avant sur Guillaume Canet, sur un film de Zulawski. Ouais. L'opérateur c'était Patrick Blossier. Et donc au rush, le dimanche sur les Champs-Élysées, on découvre que les 3 prises sont molles. Ah merde. Et Zulawski, paix à son âme, était un homme pas très aimable, pas très gentil. et donc je me disais, ça y est, je vais être viré. Ouais. J'étais enfoncé dans mon siège. Ah oui, tu m'étonnes. Je me suis dit, je vais sortir, je vais rentrer chez moi en disant, je me suis fait virer. Et en fait, Zulawski, à la fin de la projection, a dit, non, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il était très... Voilà, je sais pas, j'ai eu de la chance. Donc tu l'as refait ce plan ou il a laissé l'image de Dieu? On l'a laissé l'image divine molle. Ah c'est vrai, molle. Voilà. Ok, et comme quoi on peut, tu sais, c'est comme les pilotes d'avion, on dit qu'il faut avoir 10 sur 10 à chaque œil pour être pilote d'avion, voire plus. Ouais. Toi, t'es quoi, t'es myope? Moi je suis hypermétrope, et maintenant malheureusement je suis presbyte. Presbyte depuis longtemps à l'époque, c'était déjà le cas? Non, l'hypermétropie elle est née à 6 ans, au moment de l'acquisition de la lecture. La presbytie là c'est la vieillesse. Ouais. C'est la cinquantaine. Mais en tout cas, c'est vrai que toi, tu es vraiment méticuleux sur le point aussi. Oui, c'est vrai, je suis exigeant. Mais je pense que pour les gens qui me connaissent, c'est vrai que j'ai une exigence, parfois même peut-être une intransigeance dans mon métier. Ouais. Mais ça vient de ma passion, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est sur un plateau, on joue notre vie, quoi. On a 8 heures pour ramener les séquences, plus belles images. Les plus belles images, et puis surtout pouvoir... parce que ça on pourra en parler après, mais mon métier c'est d'aider le metteur en scène à ce qu'il soit heureux du film qu'il va faire. Bien sûr. Et que surtout la technique ne prenne pas le pas sur le jeu des comédiens, sur l'histoire qui va se raconter. Ouais. Donc pour moi c'est un gros challenge de dire, il y a la technique, il faut que ce soit beau, mais en même temps c'est un dosage de temps pour que la technique soit... derrière, qu'on la sente pas, quoi, voilà, c'est ça. Pendant le tournage. C'est ça. Donc alors là on en est au stade où donc t'es passé de second assistant à premier, où tu fais donc le point. Ouais. Comment t'es devenu quelle est la suite du parcours pour arriver où t'en es? On reproduit la même chose, c'est-à-dire que le point c'est un truc très abstrait, très particulier, et après l'étape d'après c'est cadrer, devenir chef opérateur ou directeur de la photo et éclairer. Donc en fait ce qui se passe c'est que sur des films, donc là ça je le dois à un autre chef-op, à Patrick Blossier, avec qui j'ai fait une quinzaine de longs métrages. Il y a des moments où on a besoin d'une deuxième caméra, d'une seconde équipe qui va faire des plans, parce que c'est des séquences compliquées, on a besoin de cadrer la séquence avec 2 caméras. Et donc même temps. Ouais. Donc là, la situation, parce qu'on était à l'étranger, et parce que puis ça se produit même bien sûr en France, à Paris, partout, le premier assistant historique, on va dire, du chef-op devient cadreur de la seconde caméra et fait ses preuves. C'est comme ça qu'on monte, qu'on gravit les échelons. Et là, encore une fois, ce n'est plus du tout le même métier. Bah, bien sûr, c'est ça qui est dingue. Vous pouvez être un bon pointeur, mais tout d'un coup, il va falloir cadrer. Est-ce que vous allez savoir cadrer? Est-ce que vous allez... Cadrer, c'est avoir la caméra avec soi. Oui, alors elle peut être sur l'épaule. Sur l'épaule ou peut être posée. sur un travelling, elle peut être posée. Mais il faut pas noter pour pouvoir suivre des mouvements. Il faut savoir suivre le comédien. Ne pas que ça soit esthétique. Et que ce soit joli. Et que ça soit joli aussi. C'est-à-dire laisser l'air que veut le réalisateur au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, et en même temps que ça soit fluide. Donc c'est un nouveau métier, et j'ai la chance encore c'est pas de la prétention, je voudrais surtout pas penser, de rencontrer la bonne personne. De rencontrer la bonne personne qui me met le pied à l'étrier, et puis moi j'ai la chance que ça marche. Je suis un bon cadre. T'es bon aussi. Voilà, à chaque film, je suis bon comme cadre. À chaque film, tu changes de poste, et à chaque fois, t'es bon dans ce qu'on te demande de faire. Voilà, c'est ça. Et chez FOP, ça a été pareil. Quand on part opérateur seconde équipe, on fait un peu ses armes, il faut sortir une cellule, on apprend à exposer la pellicule et tout ça. Donc c'est vrai que moi je suis un peu vieux par rapport à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les opérateurs
ils apprennent en numérique, en vidéo. Donc c'est comme ce que je disais par rapport au point. C'est-à-dire que l'image est immédiate. Donc aujourd'hui, dans le cursus les opérateurs deviennent opérateurs beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de passer par toutes les étapes du plateau, second, premier, cadreur. Ils peuvent être opérateurs tout de suite. Directement. Parce que, ils peuvent faire des clips, ils peuvent faire des pubs et on voit l'image immédiate. Donc si on a du talent, tout de suite, on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes que moi j'ai eues. Avant, c'était très hiérarchique, c'était assez rare de devenir chef-op quand on n'avait pas fait un peu d'assistanat avant. D'accord. Il y en a eu de ma génération, mais assez peu. C'est très, ok. Comme tu dis, les fils de réal, quoi, souvent. Non, ou les gens, non, mais par exemple, des gens qui ont fait la Fémis, qui ont passé 4 ans à la Fémis à faire leurs armes et tout ça, pouvaient, sur des films de potes, de jeunes réalisateurs, passer chef-op directement parce qu'ils s'étaient côtoyés pendant 4 ans. Oui, donc, ils connaissaient un petit peu les expériences des uns et des autres. Voilà. Et donc moi, c'est Pierre Jolivet, que je dois beaucoup, qui m'a fait faire mon premier film comme chef opérateur. Ça s'appelait La Caisse. C'est un petit film sur la banlieue qu'il avait fait pour lancer un peu son fils, Adrien. Et donc je connaissais Pierre parce que j'avais été assistant sur des films de Pierre Jolivet. J'avais fait un peu de cadre en seconde équipe et donc un jour l'opérateur qui devait faire le film, Pascal Ridéo, ne pouvait pas faire ce film et donc Pierre a dit c'est toi qui vas le faire. C'est un film de jeunes sur la banlieue. Jérôme, t'es capable, tu vas y aller. Et toc, je fais mon premier film à la photo et après j'ai pu arrêter. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance que d'autres réalisateurs me proposent. Donc Jacques Fieschi, donc c'était le premier film. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Alors là, je suis assez âgé par rapport à peut-être une certaine moyenne, mais je dois avoir presque 35 ans, 35 ans. Et alors, tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas hyper formés dans le cinéma, quelle est la différence entre ton poste de cadreur et chef-op? Bien sûr. Donc cadreur, on obéit un petit peu, on est sous la hiérarchie du chef opérateur ou du réalisateur, donc on fait les cadres qui nous sont demandés. Chef opérateur, c'est beaucoup plus de complicité avec le réalisateur. On cadre aussi, s'il n'y a qu'une caméra, on peut être chef opérateur, cadreur. Mais surtout, on fabrique la lumière des séquences. C'est-à-dire que s'il y a une séquence qui se passe dans un train, il faut éclairer le compartiment, le wagon. Si on est dans un bureau, il faut éclairer ce bureau. Si on est au petit matin dans une maison, je sais pas, dans un chalet en Suisse, il faut garder le soleil qui s'est levé, qui a irradié la chambre des deux amoureux. Le soleil, il va pas rester là pendant 1 heure, mais nous, la séquence, ça dure pendant 8 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des projecteurs et on garde cette lumière raccord pour qu'à la fin des 8 heures de tournage, mais d'une séquence qui ne durera qu'1 minute à l'écran, on ait cette lumière solaire qui était là le matin, par exemple, et on la garde pour toute la durée. Par exemple. Je sais pas si j'ai été clair. Si, bien sûr. Donc, voilà, quand en gros, comme tu dis, le soleil tourne, donc tu peux pas poser ta caméra et faire tous les plans dont tu as besoin avec une lumière qui va être stable si c'est une lumière naturelle. Donc toi, tu reconstitues cette lumière matinale et tu vas pouvoir, avec tes projecteurs et tout ça, tout ce que tu auras installé, tourner 8 heures d'affilée avec la même lumière. C'est ça, on est obligé de raccorder artificiellement une lumière qui pourrait être naturelle. Donc là, c'est encore un autre regard, un autre métier. C'est encore autre chose. Ah ouais, c'est dingue. En fait, ce sont des métiers très très différents. C'est vrai qu'en parlant, là, je reprends conscience de en fait, c'est fou. Et il n'y a aucun moment donné, tu t'es dit, non mais moi, je préférais faire ça. Alors c'est vrai que j'ai des amis qui sont restés pointeurs. Ouais, pointeur. Parce qu'ils se sentaient pas parce qu'il y a toute une dimension psychologique aussi et humaine. Ouais. Et quand on est chef opérateur, on est chef d'équipe. Ouais. C'est-à-dire que d'abord on travaille en préparation avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ouais. Donc ça peut être du découpage, ça peut être du repérage des décors, ça peut être une direction artistique avec le chef déco. Ouais. Donc on est en lien avec vraiment tous les postes d'un film. Et après, sur le tournage, on doit diriger donc l'équipe électrique qui va placer évidemment les projecteurs là où l'opérateur en a besoin. Les machinistes qui vont fixer des projecteurs, qui vont installer des rails de travelling, qui vont positionner des caméras dans des endroits particuliers. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être un peu un capitaine comme sur un bateau. C'est-à-dire comme le réalisateur l'est. Mais il faut capitaine d'équipe. Ouais, il faut emmener une équipe. Et ça c'est un truc humain que des gens ont ou que des gens n'ont pas. Ouais. Voilà, Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que tu es donc capitaine de ton équipe, que tu choisis. Et ce qui est intéressant, c'est que le réal va te choisir, mais te fait confiance pour constituer la meilleure équipe possible. Oui, complètement. C'est-à-dire que mais c'est drôle parce que j'ai souvent dit ça dans des espèces de casting où on rencontre un réalisateur, une réalisatrice dans un café parisien, et on a 1 heure pour dire un peu qui on est, pour savoir si on va partir dans une aventure de 2 mois. Ensemble. Et souvent j'ai dit alors un peu plus tard, pas au début parce que ça je pouvais pas, mais souvent j'ai dit au réalisateur que je rencontrais qu'il va me choisir moi, mais qu'à la fin du film il va me dire merci pour mon équipe.
C'est-à-dire que moi, je revendique les gens qui m'entourent et je veux que ce soit des gens que ça se passe bien, que tous les gens apprécient. Bien sûr. Voilà, donc je mets un point d'honneur à dire que ce n'est pas que moi qui choisis, c'est 15 personnes. Bon, ça, il ne le sait pas, mais c'est 15 personnes. Non, mais donc, c'est important. Malheureusement, des fois, il y a des hicks. Des fois, ça peut être un assistant opérateur qui n'est pas si doué que ça, parce que je n'ai pas pu avoir... celui avec lequel tu as l'habitude de travailler. Ça peut être un chef électro qui est dans une... je sais pas, qui vient de divorcer et qui est dans un état... des déprimes. Je dis pas qu'on fait du sang sur sang à chaque fois. On a tous nos... Il y a les aléas de la vie. Mais c'est vrai que ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire que nos métiers sont des métiers qui font que tout est plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a 2 mois pour ramener, on va dire, une œuvre ou un produit, ça dépend de... Et tout est exacerbé. Tous les rapports humains sont exacerbés. Et donc, parfois, quand ça va pas. Des fois, ça peut être idyllique et des fois, ça peut être tendu. Il y a des réalisateurs qui sont très stressés. Ça met une ambiance très difficile et ça peut évidemment se répercuter sur toute l'équipe. Par ricochet, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que c'est un métier extrêmement humain. C'est peut-être plus humain que technique. C'est-à-dire qu'après, je pense que si on a la technique, évidemment, il faut avoir un certain talent. Bien sûr, oui. Mais l'humain va presque prendre le pas sur la technique. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des carrières qui sont pas forcément, je ne devrais peut-être pas dire ça, qui sont pas forcément très doués, mais qui parce qu'ils sont très humains, chaleureux, rigolos et machin, vont être là parce que les gens ont besoin de s'entourer de gens qui vont pas se prendre la tête. Bien sûr. Ou inversement, je dis ça, c'est complètement... Voilà. Non, mais c'est pour dire qu'il y a une dimension humaine très forte. Oui, bien sûr. Surtout quand tu sais qu'un tournage, ça peut durer jusqu'à 2 mois, quoi. Donc, c'est normal que bien s'entourer avec des gens qui te ressemblent, c'est important. Et qui ont du talent, comme tu dis. Et un des talents, c'est de savoir s'entourer de gens qui ont du talent. Mais c'est vrai. Et donc, alors, je vais te poser une question après, mais je veux bien que tu me racontes après le passage du cinéma pellicule au cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Mais avant ça, je voudrais savoir pourquoi, quand on sait tout faire comme toi, on ne devient pas réal. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration au moment, tu vois, tu parles de lumière, de cadre, j'imagine que tu as tes propres goûts, et c'est dur de servir un réal qui peut-être n'a pas du tout les mêmes goûts que toi, tu vois, puisque tu dis, tu es un amoureux de l'esthétisme, de l'image depuis tout petit. Et est-ce que si un réal te demande de faire un plan où toi tu dis, oups, là moi j'aurais pas fait comme ça, ou j'aurais pas fait avec cette lumière, mais tu réponds un petit peu à ses envies, est-ce qu'il n'y a pas une frustration, quelque chose qui bout en toi? Je pense que, comme je suis quelqu'un de très... Enfin, je pense qu'on sait lire en moi très vite, donc je pense que les gens peuvent tout de suite voir si je suis content ou pas. C'est vrai que je suis assez cash, peut-être ça peut être un défaut. Non, c'est une qualité, moi je pense. Non, mais bon, mais non, tu as raison, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain niveau d'expérience, on aurait certainement une vision très personnelle du film. Bien sûr. Mais nos métiers, c'est d'être au service d'eux et de comprendre justement l'univers de la réalisatrice ou du réalisateur et de se mettre à son service. Je dis souvent que le réalisateur est un vampire qui doit prendre toutes les idées de tous les techniciens qui sont là pour le bien du film, le bien du film, on s'en fiche. Et je pense que nos métiers, c'est comme des infirmiers ou des ouvriers qui sont dans un champ pour la moisson. C'est pas ça. On est là. L'ego, il doit disparaître. On doit être au service de. Alors évidemment, il y a des moments où si on fait un film vraiment qui nous frustre, on dit mais non, mais ça va pas être beau. L'important c'est de l'exprimer. Et puis après, l'essentiel, c'est que le réalisateur ait le plan qu'il veut. Je pense. Mais tu as raison. Alors, réalisateur, oui, peut-être si j'avais moi, je ne sais pas écrire, c'est pas mon métier d'écrire, je suis pas fort pour raconter des histoires. Si quelqu'un me proposait peut-être un scénario de folie et me disait, voilà, tu vas avoir tel comédien et on va t'aider, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis très heureux et très épanoui dans ce que tu fais. Tu as combien de films à ton actif en tant que chef opérateur maintenant, tu sais? Je sais pas, une cinquantaine. Oui. Et tu as travaillé avec les plus grands réalisateurs avec qui tu as travaillé. Bon, là, récemment, François Ozon. Alors, j'ai eu la chance que François Ozon me fasse confiance, parce que c'est vrai que c'est un univers très particulier. C'est quelqu'un de brillant dans son... donc là, c'est le deuxième que j'ai fait, qui va sortir... Enfin, là, on est en post-production en ce moment. J'ai eu la chance de croiser Bertrand Tavernier sur Quai d'Orsay. Et c'était une très grande rencontre, parce que c'est quand même un papa de cinéma. C'est-à-dire que lui, par exemple, la dernière séance, il l'a animé avec Eddie Mitchell.
sur la partie belge. Ce qu'on sait pas, c'est que la dernière séance a été diffusée en Belgique aussi, à la RTBF. Ouais. Et eux, ils le faisaient avec Eddie Mitchell, Bertrand Tavernier et Patrick Brion, qui faisaient l'émission du dimanche soir. Que tu regardais petit. Voilà. Incroyable. Et donc Tavernier, je le rencontre comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une évidence immédiate avec cet homme. Bon, c'était un vieux monsieur qui était malade à la fin de sa vie, donc on n'a pas pu faire un autre film après Quai d'Orsay. Mais on a fait un documentaire sur sa passion du cinéma à lui. Ouais. Que j'ai vu, qui est génial. Ouais, qui est génial. Ouais. Et donc il a pris un peu modèle sur son ami Scorsese, parce que Tavernier était très ami avec Scorsese. Et Scorsese a fait ça sur sa passion du cinéma à lui, il a fait un documentaire. Et Bertrand a eu l'idée de faire ça. Et moi, j'ai eu la chance, le dimanche à 10h, quand Bertrand m'a appelé la veille en disant Jérôme, là, on va parler de Jean Eustache. Alors tu viens avec la caméra et on me filme. Allez, on va faire ça. Donc c'était génial. Voilà. Et sinon, les autres réalisateurs, après, c'est très éclectique. C'est vrai que il n'y a pas ce snobisme un peu intellectuel parisien de dire voilà, il fait des comédies, voilà. Parce qu'il y a un peu ça dans le cinéma parisien. Oui, c'est vrai. C'est très clivé. Oui, tu fais pas que des films d'auteur, t'en as fait, mais tu fais aussi beaucoup de comédies, comme je le disais tout à l'heure aussi, des premiers films. Oui, j'étais très éclectique. T'es pas snob, alors, quoi. Oui, mais ça peut peut-être être un peu déroutant pour les réalisateurs que je rencontre, parce qu'ils se disent, mais alors attends, il fait ça, mais alors il a fait ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, parfois, que quand on n'a pas le choix, il faut être humble, des fois on a besoin de nourrir sa famille aussi. Bien sûr. Et peut-être il y a des fois on ferait pas le film génial qui ira à Cannes, parce qu'il y a ce truc toujours de vouloir être primé dans tous les festivals et tout, mais il y a l'humilité de dire voilà, je vais faire un film, il faut aider. Et souvent la comédie, c'est une technique qui est beaucoup plus compliquée que une autre forme de cinéma. C'est-à-dire faire rire, c'est très dur. C'est une grammaire très complexe. C'est vrai, c'est une question de rythme, de séquence, de... Et donc pour moi, il n'y a pas de honte à faire des comédies, à faire bien rire. Sûr. Parce que bon, mais j'ai beaucoup écouté, puisqu'on a parlé de moi, de mon enfance et de ma cinéphilie. J'écoutais aussi France Inter, j'écoutais Le Masque et la Plume, mais aujourd'hui, maintenant que je suis technicien de cinéma et que j'entends nos chers critiques du Masque et la Plume descendre des comédies par prétexte, parce que c'est des comédies, ce sont des comédies, ça me dérange un petit peu. Je me demande, j'aimerais bien entendre les émissions du Masque et la Plume sur les films de De Funès de l'époque. J'aimerais savoir comment ils parlaient de De Funès. Ça m'intéresse. Mais c'est vrai, t'as raison. Sans vouloir polémiquer, j'ai pas du tout pour... mais... Bon voilà, donc c'est important pour moi de dire que tous les films, faut les aborder de la même manière. Il faut travailler dessus, s'impliquer. Et voilà, tu t'as cité Cocorico qui va faire, j'ai pas plus d'1,5 million d'entrées. Bien sûr, qui est actuellement en salle. On a travaillé avec donc ce réalisateur, avec Julien Hervé, et on a préparé notre film. On a été très pro et pour qu'il y ait les plans dont il a besoin pour faire fonctionner cette comédie et rire. C'est pas juste de la captation, c'est un travail. C'est ça, c'est un travail. Et donc, c'est ça que je trouve génial dans ton profil, c'est de mettre toute ton expérience au service de plusieurs réalisateurs, quelle que soit leur spécialité, entre guillemets, ce qui font du drame, de la comédie. En fait, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est que tu mettes toute ton expérience au service et tu les accompagnes vraiment bien. Donc, je trouve ça vraiment, moi, hyper admirable. Et alors, pour revenir à ce parcours, puisque tu l'as dit, tu as commencé avec le cinéma pellicule. On en parlait tout à l'heure. Raconte-nous la transition, quoi. Comment est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça te manque? Alors, ça me manque parce que je fais pas beaucoup. Maintenant, le dernier film que j'ai fait en pellicule, ça remonte à 4-5 ans. Oui, ça me manque pour des raisons très personnelles. Je trouve que la pellicule, il y a toujours une vibration, il y a une âme. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et il y a surtout ce truc à cause de l'économie, c'est-à-dire du coût de la pellicule. Quand on dit moteur, tout d'un coup, c'est comme au théâtre. C'est-à-dire qu'on est sur scène et là, on ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire que le public est là, on joue la pièce de théâtre, on ne peut plus bugger. Le numérique fait que maintenant, il y a c'est un discours un peu de vieux con que j'ai là. Mais il y a un peu moins d'exigence parce qu'on sait qu'on peut refaire. Sans limite. Grave. Il y a moins d'enjeux. Il y a un petit peu moins d'enjeux. Donc ça, c'est une petite dimension, mais bon, voilà. Le passage, encore une fois, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu comme assistant avec Claude Miller, qui lui a senti arriver ce truc du numérique. Il avait fait La Chambre des magiciennes déjà avec des petites caméras de main, comme ça. Et donc il avait ça en lui. Et Claude, il voulait passer. J'ai travaillé avec Alain Corneau. Donc j'ai été assistant de 2 films qu'on a fait en numérique avec
un opérateur qui voulait passer en numérique lui aussi. Ouais. Et donc j'avais fait l'adaptation du roman d'Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement, qui était en HD. Donc là j'étais assistant, et j'étais tout seul. J'avais une caméra HD à gérer, j'avais pas de second. Je mettais mes cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Des DV, non ? C'était des plus grosses, mais c'était des grosses cassettes qu'on mettait dans la caméra Sony. Et il y avait un gros écran, un gros tube cathodique sur le plateau. Et il y avait Alain Corneau qui regardait son image. Et lui, Alain, son âme également, c'est une très belle rencontre, Alain Corneau. Il découvrait son film beaucoup. Enfin, si tu veux, pour les réalisateurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils découvraient leur film sur le plateau. C'est-à-dire qu'avant... t'as un retour, image. Déjà, avant, il n'y avait pas du tout de retour. Ouais. Après, il y a eu ce qu'on appelait le combo. Ouais, un petit écran qui faisait, 10 cm de diagonale, qui était parfois en noir et blanc. Après, il est passé en couleur. Mais donc, il y avait cette frustration. Bon, c'était pas une frustration, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. De toute façon, c'était comme ça. Mais les réalisateurs découvraient vraiment leur film dans des projections, ce qu'on appelait les rushs. Ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire des images qui avaient été filmées 2 jours avant. Là, maintenant, aujourd'hui, le réalisateur a son image presque définitive sur le plateau. En temps réel, sur le plateau. Alors, évidemment, après, il y a l'étalonnage, il y a le montage, il y a le son, la post-production de tout. Mais déjà, l'image, elle est là, elle existe. Et surtout, le réalisateur peut voir le jeu de ses comédiens. C'est-à-dire qu'il peut voir s'il y a une goutte d'eau, une larme qui commence à perler dans l'œil de sa comédienne ou de son comédien, il le voit. Et ça, en 35, il ne le voyait pas. Et c'est ce que disait Alain. Il disait, mais pour moi, c'est un outil formidable. Je vois mon film beaucoup mieux qu'avant. Je comprends où j'en suis. Je ne refais pas des prises pour rien. Voilà. Bien sûr. Donc Alain Corneau m'a un peu pareil, c'est cette espèce de dépucelage du numérique. Et donc quand j'ai dû faire mon premier film en numérique, donc qui était La Californie de Jacques Fieschi, donc j'avais fait le film de Pierre Jolivet là, dont je parlais, La Caisse, ça c'était en 35 en pellicule, mais il se trouve que mon deuxième film à la photo a déjà été un film en numérique. C'est-à-dire que déjà très vite ça s'est mélangé. C'était le début, il n'y avait pas les caméras d'aujourd'hui. Aujourd'hui 90% des films en France sont faits en numérique. Oui, c'est pour ça, quand tu me dis j'ai mon dernier film en pellicule, c'était il y a 4-5 ans, je suis encore étonné, parce que je me dis, il y a 4-5 ans, je crois que c'était déjà fini, moi, la pellicule. Il y a encore des films en pellicule, il y a encore des films français qui se font en pellicule, mais c'est, entre guillemets, toujours pareil, cette appellation de film d'auteur. Oui, c'est ça, où des réalisateurs disent, je veux être en numérique, pour plein de raisons, pour cette envie en effet, de peut-être d'unité sur le plateau, que les gens soient concentrés, tout ça aussi. Pas que de l'esthétisme. Cette espèce de tension qu'on met sur un plateau, cette pression, elle est intéressante parfois. Et exigence, parce que, comme tu te dis, forcément, j'ai pas le droit à l'erreur ou moins, sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Tu fais attention à chaque petit détail. Là où on est un peu plus flexible sur le numérique. Alors le numérique a amené donc pour les réalisateurs cet avantage fabuleux. Pour les techniciens aussi, c'est pernicieux. C'est-à-dire que peut-être il y a moins d'exigences, mais en même temps, il y a une capacité, une possibilité à chaque technicien de voir l'image qui se construit et d'être très efficace. C'est-à-dire des choses qu'il n'aurait pas pu voir parce qu'il n'est pas à l'œil-ton. Le technicien, là, il le voit. L'accessoiriste, l'habilleuse peut voir tout le monde voit tout. La maquilleuse peut voir, ou le maquilleur peut voir ce qui se passe sur la texture d'une peau. Et ils peuvent le voir au moment où on tourne la séquence, mais on peut le revoir tout de suite après, dans la foulée. On rembobine, c'est ça. Enfin, on rembobine. On fait retour et c'est incroyable. C'est ça. Donc c'est vrai que le numérique, de fait, pour toutes ces raisons-là, est arrivé. Voilà. Et donc tu t'es formé encore une fois sur le terrain pour les caméras. Oui, alors là, si on veut rentrer dans l'anecdote, donc je fais donc Stupeur et Tremblement en numérique. Il y a dû y avoir 2-3 films qui ont dû être faits en numérique à l'époque. Il y avait le fameux Vidoc, qui n'était malheureusement pas une réussite technique parce que c'était des débuts. De Pitoff, quelqu'un qui avait fait du trucage, donc ça c'était avec Depardieu et Canet. Et donc moi je vais chez le loueur de caméra, j'arrive et je dis voilà, je suis assistant opérateur, je vais faire ce film d'Alain Corneau. Et donc là le loueur, enfin le technicien qui s'occupe de la location de la caméra me dit mais tu t'as déjà fait du numérique? Je dis non, je peux pas avoir fait du numérique avant, je suis assistant opérateur de 35. Je dis mais tu vas pas y arriver. Ah ouais, le mec très sympa gentil, le mec. Au lieu de te dire je t'explique 2-3 trucs. Donc, c'est simple, j'ai passé pendant 2 mois, je me suis plongé dans des fascicules de trucs de vidéo, j'ai appris, j'ai appris le manuel, j'ai appris tout seul, et puis j'étais tout seul technicien sur le plateau et j'ai réussi. T'as travaillé quoi. Oui, j'ai travaillé. Et après Les âmes grises, qui est un film dont je suis très fier, donc qui était réalisé par Yves Angelo, qui est l'opérateur qui avait fait Stupeur et Tremblement, à qui je dois beaucoup aussi.
donc qui lui m'a poussé au numérique. Donc les âmes grises, Yves donc est un chef opérateur qui est passé à la mise en scène, qui avait fait le colonel Chabert, qui avait fait des films comme ça, donc réalise un film et donc il le propose à des grands opérateurs français, Pierre Lhomme, des gens qui ont 60 ans, qui ont 40 ans de métier, mais comme il dit qu'il va le faire en numérique et qu'à l'époque c'est le début, ces opérateurs là disent non, je vais pas faire un film d'époque en numérique, je vais pas savoir faire. Et donc moi, Yves me dit Jérôme, c'est toi qui le fais. Et donc j'ai fait Les âmes grises, qui est un film qui parle de la guerre de 14 en numérique, et ça m'a valu beaucoup de films après parce que les gens ont aimé mon travail. Bien sûr. Grâce aussi à Yves, qui est un homme qui a quand même eu 4 Césars à la photo, il fait des très grands films, donc j'avais la chance que quand il mettait la caméra quelque part, le goût qu'il avait, bon voilà, c'était un goût qui te correspondait. Ça marchait tout de suite. Ouais. Donc j'ai eu la chance il y avait de grands comédiens qui étaient là, Paul Dalides, Jean-Pierre Mariel, Jacques Villeray, Marina Hans. C'était un très grand film avec une très belle distribution, et donc moi j'ai fait une lumière film d'époque, mais avec du numérique. Avec du numérique. Ça, c'était mon 3e film. En tant que chef opérateur. Ou peut-être même 2e, mais je crois que la Californie, c'était mon 3e. Donc bref, voilà, très vite, j'ai été confronté au numérique. T'as été dans le bain direct. Pendant 4-5 ans, ça s'est un peu mélangé, et puis après, évidemment, le numérique a pris le pas de plus en plus. Quand Bertrand Tavernier m'a appelé pour faire Quai d'Orsay, il n'avait jamais fait de numérique. Il m'a dit, mais Jérôme, je sais que vous avez une expérience en numérique, donc on va le faire en numérique. J'aurais préféré, moi, le faire en 35. Mais bon, oui, t'as encore aujourd'hui, si t'as le choix, tu choisirais la pellicule, quoi. Oui, j'aimerais bien. Après, non, par exemple, si c'est un film avec des enfants ou des animaux, je dirais, non, c'est idiot. Oui, c'est parce se tirer une balle dans le pied. Parce qu'il faut le dire, les enfants, les animaux, malheureusement, faut refaire beaucoup pour... c'est chronophage, donc ça coûte de l'argent. Voilà. C'est ça. Donc c'est vrai que la péloche, c'est pas forcément... La pellicule, pardon, c'est pas forcément le bon médium pour Et alors donc, si tu devais faire ce métier de chef opérateur là, et si tu avais, je sais pas, 20 ans aujourd'hui, comment tu t'y prendrais? Quels conseils tu pourrais donner aux jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, quoi? Ça risque d'être un discours de vieux con, non? Non, pas du tout, au contraire. Non, moi ce que je dis souvent à des stagiaires, tout ça, je dis qu'à partir du moment de toute façon où ils ont cette passion, si vraiment ils sont passionnés, ils y arriveront d'une manière ou d'une autre. Ouais, quel que soit le poste. Après, la manière d'y arriver, je pense que c'est comme pour tout, quoi. Il faut être investi, il faut être à l'écoute. Je pense que ça, c'est vraiment apprendre à écouter et à regarder. Parce que c'est de l'expérience. Donc ça, c'est le discours, c'est la partie vieux con. Je pense que c'est de l'expérience des autres qu'on s'enrichit. Bien sûr. Je pense, moi, à mon avis, c'est Mais bon, j'en ai parlé avec mes filles, qui ont 30 ans maintenant. Elles me disent, ouais, mais papa, oui, bien sûr, mais bon, maintenant, ça va vite, les gens, ils vont vite, ce machin, ils apprennent plus vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, mon métier est passé, on en a parlé pendant 1 heure, est passé par toutes ces phases successives, l'apprentissage. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que ça... D'étape en étape, quoi. Ces étapes, on les brûle, on va plus vite. Oui, d'ailleurs. La vie fait que ça va plus vite. Qu'est-ce que tu penses, d'ailleurs, par exemple, des festivals de très courts métrages qui se font avec l'iPhone Mais moi, je trouve ça très bien. Moi, je pense que... Je sais pas qui disait ça, que peu importe le support, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est une vrai. belle phrase. C'est vrai. Je pense que quelqu'un qui a du talent, avec un iPhone, s'il a du talent, s'il a quelque chose de touchant, émouvant, ou si c'est visuel et qu'il utilise des applis de trucage et machin, s'il fait un truc qui touche les gens, que ce soit avec un iPhone ou une caméra Super 8, on s'en fiche. Moi, je pense que la démocratisation du support, c'est tant mieux, parce que ça permet justement à des jeunes talents de s'exprimer. Je pense que cette loi qui est arrivée du CNC sur la possibilité de fabriquer des films à moins de 3 millions d'euros de budget, et donc de permettre d'avoir des salaires un peu moindres pour que le film se fabrique, ça a cet avantage-là, de permettre à des jeunes talents de s'exprimer. Parce que sinon, ils n'arriveraient pas à sortir du lot. Après, il y a des abus, chaque système, ça peut être pervers. Ça peut être pervers, mais bon. Mais en tout cas, oui, non, je crois. Et donc, pour revenir à ta question, c'est que les conseils, je crois aussi, c'est ça, c'est se nourrir de l'expérience des autres et se nourrir d'images. Parce que je crois que moi, pourquoi j'ai réussi là, je suis pas une star, tu dis que je suis une star, je suis pas une star. Mais je veux dire, je crois que on l'a dit tout au début. Si j'avais pas aimé l'image, si j'avais pas vu plein de films, si j'avais pas vu des tableaux, des musées, si j'avais pas, ça serait peut-être pas là. T'as créé ta sensibilité artistique. Je pense que moi, si je vois arriver un stagiaire ou quelqu'un qui va jamais au cinéma ou qui me parle pas de film, qui me parle que de musique, je vais lui dire,
peut-être tu t'es trompé. C'est ça, peut-être. Oui, il faut être passionné quoi, pour avancer dans ce métier. Oui, voilà. Et d'ailleurs, alors, je vais terminer avec cette question, en tout cas pour le parcours, mais j'en ai d'autres. Oui. Le rôle de chef opérateur, ce qui est intéressant de dire pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu accompagnes le réalisateur, vraiment de avant le tournage, vraiment très en amont, jusqu'à la fin de la post-production. Raconte toutes ces étapes-là parce que c'est important, on ne se rend pas compte. On croit qu'un chef opérateur, c'est quelqu'un qui arrive sur le plateau, comme tu dis, qui a son équipe, qui va faire le beau plan, la belle lumière, voilà. Mais c'est pas que ça, c'est un investissement vachement plus important. Oui, non, je crois que tu as raison, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, c'est la post-production. Ouais. Alors, il y a un investissement important parce qu'il y a toute cette prépa où on rentre dans la prépa du film. On rentre dans l'univers du réalisateur, de la réalisatrice. On découvre vraiment ce qu'il veut raconter. Donc c'est déjà une première étape. On l'accompagne donc artistiquement pour les décors, pour tout ce choix-là. On tourne avec lui, mais en effet après le réalisateur va monter son film. Mm-hmm. Ça me gêne beaucoup. On va parler de féminisme. Je dis réalisateur sans arrêt. Oui, mais ce terme générique masculin est pénible. Et dans une discussion, dans une interview, d'arriver à dire que évidemment il n'y a pas de sexisme. Il y a aussi des réalisatrices. Donc on dit réalisateur. Voilà. Oui, disons que ça englobe. Non, ne me prêtez pas, voilà. Pensez, misogyne. Donc le réalisateur va monter son film et donc après. Il y a l'étalonnage. Donc ça, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que là, le film reprend une nouvelle dimension. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est monté, donc il y a tout cet enchaînement de plans, nous, on doit harmoniser la colorimétrie du film. Donc c'est plein de différents critères. Il y a la densité, c'est-à-dire la luminosité de l'image, plus claire, plus dense, moins dense. Ouais. Il y a sa couleur, en effet, sa saturation, mais sa dominante de couleur, ça peut être plus chaud, plus froid, c'est-à-dire plus bleu, plus orange. Des contrastes, on peut aller pour donner des exemples à des néophytes, comme le dernier film de Wes Anderson qui est extrêmement marqué dans une saturation très 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 fort. Ça peut être du noir et blanc, voilà. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle l'étalonnage. Et donc on redonne complètement, c'est une nouvelle écriture. Bien sûr. C'est comme un tableau. C'est un style que tu donnes. Est-ce qu'on veut être plus proche d'un Van Gogh ou est-ce qu'on veut faire du Pollock ou est-ce qu'on veut faire du Renoir ? Bon, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, on accompagne en effet. Donc ça se passe parfois 4 mois après avoir tourné, 5 mois après. Ouais. Et c'est un peu la dernière étape, c'est-à-dire que le réalisateur est en train de faire la post-synchro du film, le doublage, le montage son, et en même temps, il doit étalonner le film. Et souvent, tout ça se précipite parce que dans une semaine, il faut le présenter pour les festivals, pour les producteurs, pour valider des dates de sortie, tout ça. Mais en effet, c'est une étape très importante du film. Où tu es là, avec le réalisateur, et vous discutez encore de l'image, la couleur, etc. Sachant qu'en amont, dans la prépa, puisque donc... je peux le dire, tu as accepté très gentiment d'être mon chef opérateur sur mon premier long métrage Super Papa, qui sortira le 31 juillet. Et déjà avant, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit quels sont tes goûts en termes de lumière. Donne-moi des références de films que tu aimes. Donc c'est, avant même le tournage, déjà quelque chose dont on discute. Pendant le tournage, c'est quelque chose qu'on essaye déjà d'amener à l'image, comme tu dis, pour que déjà derrière le combo, je me dise, voilà, c'est ça que je veux. Et on le perfectionne au moment de l'étalonnage. Oui, c'est vrai que pour moi, maintenant, c'est un peu une évidence. Oui, mais c'est un accompagnement, c'est ça que je veux dire. Oui, t'as raison. Et c'est précieux, parce que effectivement, c'est quelque chose que tu penses avant même le tournage, quoi. Oui, c'est obligatoire. Parce que c'est vrai que, par exemple, si on ne s'entend pas sur le style que doit avoir le film, sur son esthétisme global et général, il vaut mieux s'en aller et dire maintenant je suis pas la bonne personne. C'est sûr. Et donc tout ça pour dire que chef opérateur, ne pensez pas, vous faites vos 2 mois de tournage, vous rentrez à la maison. C'est pas fini. Non, c'est un travail de longue haleine qui se passe sur plusieurs mois. Comme tu dis, en plus, t'accompagnes aussi pour les repérages, parce que les décors, c'est aussi de l'image et faut que ce soit joli, faut qu'on puisse projeter toutes les séquences du film, comme tu dis, la BD, le storyboard, qu'on puisse imaginer chaque découpage. Et donc ça, ce sont des étapes où le chef opérateur est présent. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a aussi les trucages, c'est-à-dire qu'on gère aussi l'esthétisme final de trucage de film. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui arrivent faits par des gens des VFX, ça s'appelle. Et donc ça doit... Des effets spéciaux. Et ça doit rentrer dans
dans le montage du film et s'intégrer parfaitement. Donc on doit étalonner aussi ses plans. Souvent, ça, c'est un peu laborieux parce qu'il y a ça repart en trucage, ça revient. Enfin, voilà, oui, par exemple, pour donner un exemple concret, tu tournes sur un fond vert parce que tu n'as pas le choix. Une voiture, par exemple, tu tournes en studio et derrière, tu dois reproduire les paysages qui défilent. Ça, c'est un plan qu'on va t'envoyer après tournage. Et donc, tu dois imbriquer les deux, vérifier que ça marche. Si ça ne marche pas, renvoyer. Harmoniser tout ça, Donc voilà, chef opérateur, c'est un métier de longue haleine. Donc j'espère peut-être un jour, tu me diras, c'est la seule étape à laquelle tu n'es pas encore passé, d'être réal de ton propre film, ou en tout cas réal d'un film qui te plaît qu'on te propose. Mais on verra. On verra. Ok, bon, en tout cas, on est content de t'avoir comme chef opérateur. Merci. Avant de terminer, j'ai 2 dernières questions que je pose à tous les invités. La première, c'est quels sont les 3 films pour toi, Jérôme, qui sont soit incontournables, soit qui ont marqué ta vie? Alors, on répond combien de temps, là? Comme tu veux. Vas-y. Non, moi, ça, c'est des choix très difficiles parce que je pense qu'il y a un grand film d'Hitchcock qui s'appelle Vertigo. Ouais, bien sûr. Je l'ai vu. Ouais, magnifique. En français qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Parce qu'après, en plus, il y a eu des résonances dans ma vie de tout ça. Et à l'époque, quand je l'ai vu, donc j'avais une quinzaine d'années, des films d'Hitchcock sont ressortis, ils ont fait un petit festival. Ouais. Et donc, moi, j'ai été voir dans un cinéma à Bastille, à l'époque, c'était à la place de l'Opéra Bastille, le cinéma était là. Et on pouvait rester dans la salle quand on aimait un film. Maintenant, quand on voit un film, on doit sortir. Ouais. On doit repayer sa place. Oui. Quand on a une carte d'abonnement, on s'en fout. Ah, là, tu pouvais le revoir. Oui, tu pouvais, en fait, si tu arrivais le matin à 10h, tu pouvais sortir de la salle à 20h. Ah, ok, tu passais, d'accord. Oui. Soit tu restais dans la salle. Tu restais dans la salle. D'accord, génial. Et tu pouvais le revoir. Oui, donc génial. Moi, ça s'est passé pour Sueur froide, c'est-à-dire que j'ai été voir ce film, et c'est vrai que ça m'a complètement bouleversé. J'ai été complètement happé par cette histoire complètement dingue. Ouais. Voilà, donc je conseille aux gens de voir Sueur froide. Ouais, et d'ailleurs, dans beaucoup de films, de livres où on t'apprend les plans, ils citent souvent ce film Vertigo d'Hitchcock. Oui, parce qu'il y a un effet un plan très particulier qui a un peu inventé Hitchcock. Enfin, c'est le transtrave, c'est-à-dire c'est un travelling avant avec un zoom arrière ou l'inverse qui donne une sensation de vertige, de basculement des perspectives. Et donc il l'a utilisé parce qu'à un moment, le sujet du film, c'est que c'est un policier qui est responsable de la mort de quelqu'un à cause de son vertige, qui part en retraite forcée. Et en fait, un homme, un ancien ami à lui, va lui demander de faire une enquête sur sa femme qui pense être suicidaire et tout ça. Et lui, il va suivre cette femme, il va tomber amoureux de cette femme. Et à un moment, il la suit dans un clocher. Et là, dans le clocher, dans l'escalier qui mène au sommet du clocher, il est pris de vertige. Et donc, il y a ce fameux plan. Voilà, donc en effet, c'est souvent cité dans les... Et puis je pense qu'il est quand même reconnu comme dans les meilleurs films du film. Évidemment, dans tous les films même de scénario. Je ne le savais pas quand je l'ai vu à 15 ans, mais ça m'a marqué. Et ça t'a marqué, tu vois. Très donc bon voilà, film. ça c'est un premier film. Je pense qu'après, c'est très éclectique parce qu'il peut y avoir des westerns. Bien sûr. Donc moi, j'étais passionné de science-fiction aussi à l'adolescence. Donc j'ai lu beaucoup de romans de science-fiction et a été adapté un grand romancier, c'est Frank Herbert, Philippe K. Dick, et donc c'est Blade Runner. Ah, Blade Runner, très beau film. Dune aussi qui sort bien en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc Blade Runner est sorti, j'avais 15 ans, et ça a été un choc aussi, pareil. À l'époque, donc c'est quand même dans les années 80. Le niveau technique de trucage de ce film est complètement fou, l'ambiance est complètement folle. Enfin voilà, c'est un grand. Je trouve que c'est un film qui n'a pas vieilli, que j'ai dû voir, maintenant que j'en ai 55. J'ai dû le voir une dizaine de fois, oui, c'est sûr. Je l'ai montré évidemment à mes enfants. C'est une référence pour toi, tant cinématographique que esthétique. Oui, il y a tout. En fait, une œuvre, pour moi, une grande œuvre de cinéma, un grand film, ça doit cocher un peu toutes les cases. Le bon scénario, la bonne image, les bons comédiens. Les décors, tout, voilà. Donc, pour moi, c'est Après, il peut y avoir des westerns. La prisonnière du désert, ça m'a marqué, pareil, quand j'étais ado, de John Ford. Ça peut être un film de Cimino qui s'appelle Heaven's Gate, Les Portes du Paradis. Et ça peut être aussi une comédie. Je pense que Certains l'aiment chaud. Bien sûr. Un film que j'adore. Bien sûr. Voilà. Je pense que, d'ailleurs, à l'époque, c'est dans les années 50. Avec Marilyn Monroe. Voilà, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. Donc c'est en noir et blanc, ça aurait pu ne pas l'être. C'est un vrai choix du réalisateur, de Billy Wilder. Et ça parle déjà un peu de la féminité des hommes, de rien. Vrai. Ils se travestissent. Donc c'est déjà un peu moderne dans l'approche. Donc voilà, pour expliquer, c'est deux musiciens de jazz. Ça se passe pendant la Prohibition à Chicago et ils en chient, ils n'ont pas de cachet, ils n'y arrivent pas. Et ils sont témoins, évidemment,
gênant d'un assassinat. Donc la mafia veut les tuer, et donc ils sont obligés, pour fuir la mort, de s'engager dans un jazz band féminin, dans lequel il y a Marilyn Monroe, et ils vont aller à Miami. La tournée part à Miami, et donc ils se travestissent en femmes. Et ce film, j'adore, je peux le revoir, je peux rire. Voilà, c'est vrai. Très bon public. C'est vrai qu'il est vraiment génial, ce film. Très bon public, et je trouve que c'est le mécanisme de la comédie, c'est très bien écrit, très fort. Les quiproquos, les gags, c'est vraiment magnifique. C'est un très grand réalisateur, Billy Wilder, pour moi. C'est vrai. Voilà. Puis en plus, moi, ado, Marilyn Monroe, tout ça, voilà, c'est assez belle. Hein, bah ouais, sexe symbole. Voilà. Et j'adore ces comédiens, Tony Curtis. Voilà. Donc j'en ai cité 2 ou 3, j'en ai cité. Non, t'en as cité un plus, mais c'est parfait. Ça va, voilà. Ouais, c'est parfait. Voilà. Et la dernière question, c'est alors c'est toujours un peu compliqué cette question, mais moi je l'aime beaucoup parce que on parle de toutes les étapes d'un film, mais la musique, c'est vraiment une étape aussi cruciale pour un film. Ça enrichit de l'émotion, Enfin, pour moi, voilà, un téléspectateur, il est aussi embarqué par l'image et tout, mais aussi la musique. Donc, j'aimerais savoir quelle est la chanson qui, pour toi, serait la bande originale idéale pour le film de ta propre vie. Ça, c'est une question pour moi qui ne suis pas un homme de musique. Ouais. Elle est compliquée. J'aime la musique, j'aime écouter des chansons, j'aime aller dans des concerts. J'étais récemment voir Starmania à la scène musicale. J'étais complètement bluffé par la mise en scène visuelle aussi des projecteurs de cet homme qui va mettre en scène la comédie la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais alors une chanson, une musique, pour moi c'est très dur. Je dirais qu'un morceau qui m'a beaucoup marqué, c'est Bohemian Rhapsody des Queen, parce que c'est un opéra, c'est du rock, c'est tout mélangé. Et puis c'était à l'époque un truc complètement dingue au niveau de l'enregistrement. Je me rappelle avoir lu des articles quoi, la pellicule, enfin la bande magnétique était tellement usée des passages qu'elle devenait presque transparente, tellement ils avaient enregistré sur la même péloche, parce que tu sais, c'est du mix, donc ils remixaient par-dessus. C'était pas du numérique, donc ils avaient pas les trucs je sais pas combien de pistes, donc ils repassaient sur l'original de la bande magnétique les couches successives, tu vois. Alors ça, des ingénieurs du son parlent mieux que moi, donc ça m'avait complètement bluffé que carrément la substance de la bande magnétique finissait par tellement disparaître, tellement ils avaient enregistré sur le toit. Incroyable. Donc voilà, et c'est vrai que j'adorais les Queens, j'étais les Beatles, les Rolling Stones, tout ça, donc je pourrais te citer 12 000 chansons. Je pourrais te citer La Bohème, parce que pour moi, ça a un peu raconté ma vie. C'est-à-dire qu'au début, t'es jeune, tu sais pas ce que va être ta vie, t'es amoureux, tu vas devenir intermittent du spectacle, c'est des choix très forts parce que tu sais pas de quoi va être fait l'avenir. On n'a pas parlé de ça, du statut d'intermittent et du choix, c'est toujours... on sait pas de quoi c'est un risque, mais tu suis ta passion. Voilà. Ouais. Donc la Bohème, évidemment, de Charles Aznavour est un film magnifique. Je peux l'écouter 12 millions de fois. Une musique, ouais. Bon, voilà. Bon, mais... Non, mais c'est parfait. Je pourrais te parler de Téléphone, qui était le premier groupe de rock que j'ai vu quand j'avais 15 ans au concert, qui m'ont marqué à vie, mais voilà, s'il n'y a pas une, j'arriverai pas. T'arriveras pas. Bon, on va dire que ces trois-là feront partie de la bande originale du film de ta vie. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Almaraz. C'est toi, merci beaucoup. D'avoir été mon invité, d'avoir été aussi mon chef opérateur sur mon premier long métrage, et tu vois, je le dis là, comme ça, tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'on fera tous mes films ensemble. Oh là là, merci Léa. Alors là, si t'es dispo, évidemment. Oui, ça me comble, merci beaucoup. Merci. Et à très vite pour un prochain numéro de Retour vers le début. Salut. Au revoir.